Dans un quartier populaire de Port-Béni, ville animée située au bord du golfe de Guinée, les soirs sont bruyants, chauds, remplis d'odeurs de grillades et d'épices. Le petit restaurant de fortune, chez Maman Diarra, était l'un des rares lieux encore ouverts ce soir-là, malgré une pluie torrentielle qui s'abattait sur la ville. Aïssatou Koné, une jeune femme de 27 ans, essuyait machinalement les tables trempées par les gouttes de pluie qui s'infiltraient par le toit troué. Serveuse depuis 3 ans, elle survivait grâce aux maigres pourboires qu'elle recevait, rêvant un jour de pouvoir offrir une vie meilleure à sa petite sœur malade, restée au village. Aïssatou n'avait ni parents ni véritable avenir tracé. Elle vivait dans une chambre délabrée dans un bidonville voisin, mais elle gardait toujours le sourire. C'était sa plus grande richesse. Ce soir-là, les clients étaient rares. La pluie dissuadait les plus courageux, et le vent faisait claquer les tôles. Aïssatou, en train de ranger, aperçut soudain, à travers la vitre floue, une silhouette frêle, recroquevillée sous un lampadaire. Intriguée, elle ouvrit la porte. Le tonnerre gronda. Un petit garçon, visiblement aveugle, était assis sur le trottoir, trempé de la tête aux pieds, les bras enroulés autour de lui-même. Il ne bougeait pas, les yeux fermés. Aïssatou courut vers lui, oublieuse de la pluie. « Petit, tu vas attraper la mort dehors » s'écria-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. Elle le prit dans ses bras sans attendre de réponse. Le garçon ne résistait pas. Il était glacé. Aïssatou le ramena à l'intérieur, le déposa sur un banc, alla chercher une serviette et le sécha délicatement. Elle remarqua qu'il avait des chaussures très chères et un manteau en soie fine. Il ne venait clairement pas d'un milieu modeste. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle doucement. « Malo, » murmura-t-il. « Tu es tout seul ici ? Où est ta famille ?» Le garçon hocha lentement la tête. « Papa est, au téléphone. » Aïssatou fronça les sourcils. Qui laissait un enfant aveugle sous la pluie ? Peu importe, pensa-t-elle. Elle alla chercher un plat de riz au poisson, le dernier resté. Elle le posa devant l'enfant. « Mange, d'accord ? C'est chaud. » Malo mangea lentement, tremblant encore. Aïssatou restait à côté de lui, le regardant avec tendresse. Elle se souvenait d'elle, petite, errant seule dans les rues après la mort de sa mère. Elle ne pouvait pas ignorer cet enfant. Le regard d'un homme de pierre. Ce que Aïssatou ne savait pas, c'est qu'à quelques mètres de là, depuis une grosse voiture noire garée en face, Bonaventure Quadio, le père de l'enfant, observait la scène. PDG du conglomérat K2 Group, il était l'un des hommes les plus puissants du pays. Multimillionnaire, influent, craint et respecté, il possédait des hôtels, des compagnies d'aviation et même des parts dans les mines d'or du Nord. Mais Bonaventure n'était plus qu'une ombre de lui-même depuis 7 ans. Sa femme, Nafi, était morte en donnant naissance à Malo. Depuis ce jour, l'homme s'était refermé comme une huître. Il ne vivait plus que pour ses affaires. Il n'était pas cruel, mais il était devenu froid. Pour lui, tout s'achetait, l'éducation, les soins, les services, sauf l'amour. Malo, né aveugle, vivait entouré de nounous, de professeurs spécialisés, de médecins privés. Mais il manquait de ce que l'argent ne pouvait offrir, la chaleur d'un père. Ce soir-là, alors qu'il était venu dîner avec son fils, Bonaventure avait reçu un appel important. Il était resté trop longtemps au téléphone, pensant que son chauffeur gardait l'œil sur le petit. Mais en revenant, il l'avait retrouvé sous la pluie. Avant de courir le chercher, il avait observé cette jeune serveuse pauvre, sans intérêt apparent, sécher son fils et lui offrir le peu qu'elle avait. Un acte simple, mais rare. Quelque chose se brisa légèrement dans le cœur de Pierre de Bonaventure. Une visite inattendue. 3 jours plus tard, Aïssatou était à genoux, nettoyant le sol graisseux de la cuisine, quand quelqu'un frappa à la porte du restaurant. Elle sortit, surprise, un homme élégant, en costume, accompagné de 2 gardes du corps, se tenait là. « Bonjour. Vous êtes mademoiselle Aïssatou Koné » demanda-t-il. Elle hocha la tête, troublée. « Monsieur Bonaventure Quadio souhaite vous voir. »« Qui ?» ?»« Le père de Malo. » Aïssatou pâlit. Que avait-elle fait de mal ? Était-ce interdit de nourrir un enfant riche ? Était-ce une sorte de test ?
Elle fut conduite dans une immense villa située dans une banlieue huppée. C'était un autre monde. Des marbres au sol, des fontaines, des lustres étincelants. Elle se sentait minuscule dans ce décor. Bonaventure l'attendait dans un salon aux meubles anciens. « Mademoiselle connaît ?» dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Merci. Pour mon fils. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, monsieur. Justement. Ce monde manque cruellement de gens capables de faire des choses non extraordinaires, simplement parce qu'elles sont justes. » Il marqua une pause, puis poursuivit. « J'aimerais vous proposer un emploi. Pas comme serveuse. Comme assistante personnelle de mon fils Malo. Il vous aime déjà, et il a besoin d'une présence sincère. Quelqu'un qui ne lui parle pas avec pitié, ni avec calcul. Quelqu'un, comme vous. » Aïssatou n'en croyait pas ses oreilles. Était-ce un rêve? Je ne suis pas diplômée, monsieur. Je ne suis personne. Vous êtes humaine, mademoiselle. Et cela vaut plus que 1000 diplômes. Il lui tendit un contrat, déjà signé, avec un salaire 10 fois supérieur à ce qu'elle gagnait, un logement de fonction et même une bourse pour sa sœur malade. Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues d'Aïssatou. J'accepte. Une nouvelle vie commence. Les semaines qui suivirent furent comme un nouveau départ. Aïssatou s'installa dans une maisonnette située dans la propriété. Chaque matin, elle passait du temps avec Malo. Elle lui faisait découvrir des choses à travers les sons, les odeurs, les textures. Elle lui racontait des histoires, chantait des chansons de leur village, le faisait rire. Et Bonaventure, de plus en plus souvent, sortait de son bureau pour les observer. Puis, il commença à s'asseoir près d'eux. À participer. À rire, lui aussi. Pour la première fois depuis des années. Quelque chose changeait. Lentement. Profondément. Aïssatou ne se doutait pas que son simple geste, sauver un enfant inconnu sous la pluie, allait bouleverser son destin. Elle ne savait pas encore que ce n'était que le début. Le lundi matin arriva avec l'odeur du café et le grondement sourd du trafic de Lomé, la capitale vibrante du Togo. Le ciel était couvert, mais Sena Doucouré sentait en elle une clarté nouvelle. Devant l'immense immeuble en verre de Katek Group, ses mains tremblaient légèrement. Elle porta une main sur son cœur, puis inspira profondément. Ce jour n'était pas un jour comme les autres. C'était le début d'une nouvelle vie. À 28 ans, Sena n'avait jamais mis les pieds dans un immeuble de bureau aussi sophistiqué. Quelques jours auparavant, elle travaillait encore comme serveuse dans un modeste restaurant du quartier d'Akosombo. Sa vie basculait depuis qu'elle avait aidé un enfant aveugle perdu sous la pluie, sans se douter qu'il était le fils de l'homme le plus influent du pays, Bonaventure Nguessan, PDG de Katek, un magnate connu pour sa fortune colossale et sa froideur légendaire. Sena entra dans le hall marbré. Les regards fusèrent vers elle, certains curieux, d'autres condescendants. Elle portait une robe simple et repassée avec soin, un petit sac à main usé mais propre. Une réceptionniste bien maquillée leva les yeux. « Mademoiselle Doucouré ? Le PDG vous attend au 18e étage. » La montée en ascenseur fut silencieuse, les chiffres s'allumant un à un. Sena se demandait si elle ferait bonne impression, si elle était à la hauteur. Elle n'avait aucun diplôme en gestion, aucune formation en ressources humaines. Et pourtant, Bonaventure lui avait dit en la regardant dans les yeux, « Je ne veux pas une experte en ressources humaines. Je veux quelqu'un qui comprend l'humain. » Une intégration difficile. Le poste de Sena était intitulé assistante spéciale à l'humanisation des relations internes. En clair, elle devait apporter un regard neuf sur la culture de l'entreprise, souvent froide, hiérarchique, impersonnelle. Sa tâche, écouter, comprendre, proposer. Un défi immense. Dès son arrivée, elle sentit les résistances. Certains cadres riaient dans son dos. D'autres chuchotaient. « Tu sais qui c'est ? La serveuse du petit resto là-bas. Le patron l'a embauchée parce qu'elle a nourri son fils. Tu parles de méritocratie. » Parmi les plus virulents se trouvait Monsieur Franck Gbetché, directeur des opérations. Âgé d'une 50aine d'années, col dur, lunettes fines et sourire faux, il avait toujours été proche du PDG. Il voyait l'arrivée de Sena comme une menace à son influence. « Nous sommes ici pour faire tourner une entreprise,
pas une ONG, lâcha-t-il lors d'une réunion où elle osa proposer un programme d'écoute pour les employés.